Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une aventure formidable de voyage dans le temps, de préhistoire, et bienvenue à bord du jeu Escape from 100 Million Before Christ. Donc, quel est donc ce jeu? C'est un jeu coopératif, donc jouable en solo, où nos personnages, donc les aventuriers qui participent à ce jeu, à cette aventure, ont participé au premier voyage dans le temps à bord d'une machine, à voyager dans le temps bien sûr, qui s'est lamentablement crashé, donc 100 millions avant Jésus-Christ, 100 millions d'années avant Jésus-Christ, et en se crashant, la machine a éparpillé ses morceaux et les différentes affaires qui étaient à bord sur un large périmètre que nous devons explorer afin de récupérer d'une part les morceaux qui sont nécessaires pour la réparation de la machine à voyager dans le temps, et d'autre part tous les équipements qui pourraient créer un problème de par leur présence à cette époque. Ce serait dommage de faire des fouilles et de tomber sur du matériel venant du futur. Donc, comment ça va se passer? Je vais d'abord vous présenter les composants du jeu. Évidemment, le livre de règles, toujours utile. La machine à remonter dans le temps, qui est donc cassée, se trouve ici. Donc les petits compteurs qui ne servent à rien. Une petite zone où on va pouvoir mettre les pièces qu'on a récupérées pour la réparer. Comme c'est indiqué ici, Time Machine Parts. La difficulté du jeu que l'on va faire va nous indiquer le nombre de parts, le nombre de morceaux de la machine que l'on doit récupérer. Donc là, je l'ai mis en difficulté intermédiaire, parce que j'ai déjà gagné avec la difficulté de base. Donc je me suis dit, allez, on part pour le challenge. Il faut donc qu'on récupère 7 parties, 7 morceaux de la machine à remonter dans le temps. À voyager dans le temps. À voyager dans le temps. Ces morceaux, ce seront ces petits écrous. Ici, c'est un niveau de rappel d'urgence. Au cas où on se retrouve bloqué dans le jeu, où il y a un souci, il faut qu'on revienne d'urgence à la machine, on a un moyen de revenir directement à la machine à voyager dans le temps. Et ce qu'il y a, c'est que ça va nous augmenter, ça va être de plus en plus difficile de le faire. Donc on a des petits bracelets de rappel qui nous permettent de revenir à la machine. En plus de ça, on a les tuiles de terrain qu'on va explorer pendant le jeu, qui sont situées ici. Donc de la forêt, de la jungle, de la montagne, de la vallée, des marécages et de l'océan, ou plutôt de la flotte. Donc ça, c'est pour la machine à voyager dans le temps. Nos aventuriers, ils sont là, donc j'en ai pris 3. Le jeu peut se jouer de 1 à 6 joueurs, mais on prend même un joueur, il faudrait prendre au moins 2 personnages. Donc, on a des fiches de personnages avec des caractéristiques, le combat, la volonté, le déplacement ou la vitesse, et la santé. On a également donc la petite image de l'aventurier, les capacités spéciales pour chaque personnage. Ici à côté, on a les cartes d'équipement de départ. Chaque aventurier part avec 2 cartes d'équipement. Pour l'instant, elles sont retournées, hein, mais elles seront visibles, tout le monde les voit, il n'y a rien de caché. Au niveau des tokens, donc on a déjà vu ceux qui représentent les morceaux de la machine. Ensuite, on a donc les petits jetons qui représentent la volonté. On va voir que la volonté est assez importante dans le jeu. Des petits standees pour mettre les dinosaures qu'on pourrait rencontrer dans le jeu, parce que oui, on va rencontrer des dinosaures et d'autres choses. Des jetons pour les blessures, car oui, on peut être blessé. Ici, les petits cubes en bois, ce sont des caisses d'équipement, et vous allez voir que c'est assez important. Et ici, de quoi représenter les munitions.
Ensuite, on a les jetons Rift, c'est les fissures dans le... On va dire que c'est les fissures dans le continuum espace-temps. Pour utiliser un langage que tout le monde connaît depuis Retour vers le futur. Donc ici, on va avoir 6 jetons qui vont correspondre, en fait, qui vont chacun avoir un numéro derrière de 1 à 6 et qui vont correspondre aux emplacements sur le plateau de 1 à 6 également, qui représentent des failles spatio-temporelles par lesquelles vont apparaître des invités surprises. Je m'explique, c'est que le voyage a créé des problèmes, et par ces fissures vont apparaître des gens de différentes époques, que l'on connaît, des gens qui viennent de l'histoire, et qui vont se perdre ici dans ce monde préhistorique, ou même plus vieux que ça. Et on va voir ce qu'on devra faire avec ces personnes-là. Donc ça posera forcément problème, parce qu'on peut se retrouver avec Einstein qui se balade en plein milieu des dinosaures. Ensuite, nous avons des dés. Donc ça servira pour résoudre des tests de compétences et des combats. Des cartes. Des cartes qui vont nous servir pour... On voit les jetons qui sont à côté. On a 3 types de menaces entre guillemets, mais 3 types de rencontres que l'on peut faire au niveau bestiaire. Des herbivores, des carnivores, des monstres aquatiques. Donc qui vont donner lieu à des rencontres surprises un petit peu, puisqu'on ne saura pas sur quoi on va tomber avant de les rencontrer. On verra comment ça se déroule une rencontre. Ici, le chapeau, ça représente des aventures, donc c'est que, en fait, dans le jeu, on va t'amener à rencontrer soit des animaux, soit une petite aventure, il va nous arriver des choses, pas forcément toujours super bien. Ici, ça va correspondre aux naufragés du temps, donc ceux dont on parlait tout à l'heure, qui vont arriver par les failles spatio-temporelles. Et ici, le contenu des caisses d'équipement, à savoir que quand je vais récupérer une caisse d'équipement, je vais pouvoir prendre une carte et récupérer de l'équipement. Donc voilà pour le matériel. Ça représentera en fait tout ça. Ici, ça représentera les positions des différentes cartes. Quand on aura une carte, on viendra dessus en détail, mais on la placera ici avec un numéro de référence pour savoir où se trouve l'animal ou le naufragé. On va voir après en détail, mais ici, ça permet de savoir où se dirigent des animaux qui peuvent voler et qui ne suivent pas des chemins tracés dans le sol, ou des naufragés du temps qui ne sont pas encore sur des cases explorées. Ici, c'est la piste du paradoxe temporel, qui a son petit marqueur ici, et qui va indiquer dans quelle mesure on a perturbé le temps, et dans quelle mesure ça aura un impact dans le futur. À savoir que même si vous gagnez le jeu, en fonction du score, on a un petit texte très court, hein, qui indique, voilà, vous arrivez dans le monde avec telle modification, il y a ça qui existe maintenant, et c'est nous qui avons perturbé le temps. Donc plus ce sera élevé, plus ce sera impactant. Sachant que si le marqueur arrive sur la case du volcan, on perd la partie. Les petits symboles qui sont sur la piste. Quand le marqueur franchit un de ces symboles, il y a une fissure, une faille, qui s'ouvre. Donc un naufragé du temps en plus sur la carte. En plus de ça, le long de la piste, on a des instabilités temporelles qu'on devra vérifier à chaque fin de tour pour savoir s'il n'y a pas un orage temporel qui risque d'ouvrir une faille en plus. Alors pourquoi c'est important les failles et les voyageurs perdus, les naufragés du temps? C'est que sur une carte de naufragé du temps, en fonction de l'importance de la personne, ça aura une répercussion plus ou moins grande si on repart de là sans les avoir récupérés, ou s'ils se font manger tout simplement par un animal. À savoir, ça va faire augmenter le marqueur ici, et donc ça va nous rapprocher de la fin du jeu et de la défaite. Même si on part et si on a récupéré tous les morceaux de la machine, tout ce qui n'aura pas été sauvé, que ce soit donc les naufragés du temps ou même le matériel, va augmenter
la piste qui se trouve ici, et donc risque de nous faire perdre même si on est parti. Donc j'ai parlé des naufragés, le matériel aussi. Il faudra récupérer le maximum d'équipements. Tout équipement qui ne sera pas récupéré, donc toutes les cartes qui resteront dans cette pile à la fin du jeu, on va les prendre et on comptera la répercussion qu'elles ont sur la piste de paradoxe. Et elles viendront s'ajouter, ça fera avancer le marqueur, et si jamais ça atteint le volcan, on perdra la partie. Donc on perd la partie si jamais le marqueur atteint le volcan, et vous allez voir qu'il y a pas mal de moyens qu'il avance là-bas. Donc comment ça va se dérouler? On va faire le tour de jeu, comment ça se passe. On va faire jouer les joueurs vont jouer, donc premier joueur, deuxième joueur, troisième joueur. Une fois que les joueurs ont joué, on fait ce qu'on appelle le dé. On jette 2 dés qui vont représenter l'impact ce qui peut se passer au niveau du temps et du continuum espace-temps. Et ce lancer de dés va nous permettre de savoir si on ouvre, enfin si plutôt en fonction des failles qui sont ouvertes, on avance le marqueur ici. Ensuite, l'un des dés qu'on va lancer va faire déplacer les naufragés et les animaux qui sont sur la carte. Et enfin, la somme des 2 dés, si elle est inférieure ou égale à l'instabilité temporelle qui se trouve ici, à ce moment-là, ça donnera lieu à un orage spatio-temporel et on ouvrira une faille supplémentaire. Donc, qui dit faille supplémentaire, dit risque supplémentaire d'avancer le marqueur dans les phases suivantes. Une fois que c'est fait, hop, rebelote, on revient au premier joueur, deuxième joueur, troisième joueur, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la partie. Donc on va... je vais vous expliquer les règles d'exploration avec les différentes actions qu'on peut faire avec un personnage. Donc un personnage à son tour, il peut se déplacer. Il peut se déplacer avec le nombre de points de mouvement qui sont indiqués ici. Sachant que dès qu'il rencontrera un animal, un naufragé du temps, ou une carte, ou une aventure, c'est-à-dire qu'il fera une aventure, ses points de mouvement se mettront automatiquement à 0, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus avancer pendant son tour. On considère qu'il passe du temps à régler la rencontre auquel il fait face. Si par contre, il tombe sur des cases où il n'y a ni animal, ni aventure, mais par contre il y a des caisses, des morceaux de machine, il peut les ramasser, ce sont des actions gratuites, et continuer son mouvement. On va voir également que dans le jeu, je vais prendre une tuile au hasard. Hop. Voilà une tuile qu'on peut explorer. Donc quand on met une tuile, donc forcément ça c'est ce type de tuile là, on les prend quand on se déplace sur ce genre de zone inexplorée. Donc on va prendre la tuile du bon tas, on la place, selon l'endroit où on est arrivé, on va placer les 2 petits marqueurs pour dire qu'on est arrivé de par ici. On va placer ici, c'est le symbole des herbivores, donc on va tirer une carte herbivore, on va placer une caisse, et avant qu'on fasse quoi que ce soit, on va faire la rencontre avec l'herbivore. Donc en fonction de ce qu'on va faire avec l'herbivore, avec le dinosaure en fait, on va voir ce qui se passe. Par contre, une fois qu'on aura rencontré ça, on ne pourra plus se déplacer. Sur certaines cases, donc, on va avoir, sur certains lieux, des sortes de barrières. Si jamais... J'en prends une autre. Voilà. Si je suis comme ça, ici le passage, on peut circuler en fait dans les passages qui sont complets. Ça veut dire qu'on peut se déplacer, il n'y a aucune barrière. Ici c'est pas le cas. Ici c'est le cas, par exemple. Entre ces deux-là, c'est libre, je peux passer de l'un à l'autre pour un point de mouvement. Si c'est comme ça, c'est partiellement bloqué. Donc je ne peux pas le passer avec un point de mouvement. Il faut que j'utilise des équipements que je peux trouver. Si c'est comme ça, c'est bloqué. Donc c'est pareil, il faudra utiliser des équipements pour éventuellement le passer. Pour les dinosaures, c'est pareil, il y en a qui ne pourront pas passer, d'autres qui pourront passer. Donc on verra en fonction. Donc à chaque fois, vous avez vu les symboles ici, c'est une petite fleur. La petite fleur nous permet de gagner un point de volonté.
sais pas si on la mange, si on la fait sécher, si on la fume. Mais ça nous fait gagner un point de volonté. Il n'y a pas de limite au nombre de marqueurs volonté. Comment ça se passe pour un combat? Enfin, pour une rencontre avec un dinosaure. Je vais vous faire voir un exemple de carte dinosaure. Un oviraptor. Donc les dinosaures, donc là j'en prends un qui est relativement simple, ils vont parfois avoir des caractéristiques qui sont affichées ici, et qui vont changer le comportement du dinosaure. Donc ici il n'a rien de spécial, c'est un texte d'ambiance, on va dire. Quand on rencontre un dinosaure, on a trois choix. Soit le combattre ou le tuer, soit, si on a une arme pour le faire, le faire s'enfuir, c'est-à-dire qu'on va le viser à un endroit qui n'est pas létal, et à ce moment-là, il va s'enfuir, et le combat s'arrête. Ou encore, on peut fuir, et là, à ce moment-là, il faudra qu'on vérifie qu'on est plus rapide que lui pour pouvoir s'enfuir. Donc ça, ce sera sa force de combat, ça sera sa vitesse. C'est les mêmes symboles que sur les personnages. Hop, je regarde les personnages. Ici la vitesse, ici le combat. Si on n'arrive pas à quoi qu'on fasse, si on n'arrive pas à s'enfuir par exemple, ou si j'arrive pas à le blesser, ou à le faire s'enfuir, je vais prendre une blessure. Donc le blessure maximum qu'on a, c'est la vie qu'on a ici. Je peux prendre maximum 4 blessures, ici 3, et mon dernier personnage 3. Si jamais je réussis à le tuer, à ce moment-là, je vais me débarrasser de l'animal, la carte sera défaussée, c'est-à-dire qu'il ne reviendra pas plus tard, il ne va pas dans la défausse, il est sorti du jeu. Par contre, étant donné que c'est un événement qui n'est pas naturel, je vais faire augmenter le marqueur de 2 cases sur la piste. Donc tuer à tout prix, c'est pas la bonne solution, il vaut mieux faire fuir. Si je réussis à faire fuir l'animal, à ce moment-là, la carte est défaussée. Elle n'est pas retirée du jeu, elle est seulement défaussée. Ça veut dire que si je remélange le tas, une fois que j'ai passé toutes les cartes, l'animal pourra revenir un peu plus tard. Si jamais je décide de m'enfuir, et que je réussis à m'enfuir, c'est-à-dire que je réussis mon test de vitesse, on va revenir après sur les tests, comment ça fonctionne. Si je réussis à m'enfuir, je vais lancer un dé, donc admettons que ce soit cette case-là, ou même une tuile qu'on avait tout à l'heure. Si j'étais sur une tuile comme ça, et que je réussis à m'enfuir, je jette un dé pour savoir dans quelle direction je m'enfuis. Donc attention, comme on a vu tout à l'heure, et parfois il y a des zones où on ne pourra pas s'enfuir par ce côté-là, parce qu'elles seront limitées. Donc à ce moment-là, ça veut dire qu'on sera bloqué, et qu'on sera bloqué par l'animal, il faudra refaire un nouveau round, donc on ne prendra pas de blessure, enfin si, plutôt on prendra une blessure parce qu'on est bloqué, mais il faudra refaire un nouveau round et décider si on veut à nouveau s'enfuir, ou combattre, ou le faire fuir. Et dans le cas où j'arrive à fuir, je lance le dé pour savoir par où je pars. Donc évidemment la force, comment on va faire le test pour savoir si on arrive à combattre ou si on arrive à fuir? Alors c'est très simple. Chaque participant a une sorte de combat ou de test va prendre la valeur qu'il a ici en nombre de dés. Donc ici par exemple pour un test de vitesse, si je veux m'enfuir, lui, le dinosaure, il aura 5 dés. On les lance sur un résultat de 4, 5, 6. C'est un succès. Donc, très classique. Donc, je vais prendre par exemple, si je vais faire un test, je vais décider de fuir avec elle qui a que 3 en vitesse. Donc elle a peu de chance de s'enfuir quand même, mais ça peut toujours servir. Donc je lance les dés pour le dinosaure. Donc là, le 3, ça marche pas. Par contre, j'ai 2, 4 et un 6. Donc ça, c'est 2 succès. Le 6, c'est un succès aussi. Mais en plus, il y a eu la technique d'explosion des dés, qui fait qu'un 6, je vais relancer un autre dé. Je refais un 6 qui explose aussi. Donc c'est un succès, je relance un dé. Là, c'est un 3. Donc par contre, l'animal a fait 4 succès. Moi, pour pouvoir m'enfuir, je vais prendre ma caractéristique vitesse, donc 3D. Donc on se rappelle qu'il a fait 4. Hein. Hop, je marque 4. Je prends 3D et je fais la même chose. Là, on voit que je fais un fumble complet. Aucun succès, donc je rate ma fuite.
Si, pour réussir ma fuite, il aurait fallu que je fasse un nombre égal ou supérieur en succès. Ça veut dire que si, par exemple, sur un... Donc, c'est vraiment égal ou supérieur. C'est-à-dire que si je fais autant de résultats que lui, autant de succès, c'est réussi. Donc ça veut dire que si jamais lui fait 0 succès sur un jet, parce que là on a pris 5D, donc il y a peu de chances de faire 0, mais ça peut très bien arriver. S'il fait 0 succès, c'est une réussite automatique pour moi, parce que je serai au minimum à 0 succès. Donc voilà comment ça se passe pour les tests. Tous les tests sont comme ça, sauf, vous allez voir, il y a un test de ce qu'on appelle Passive Ability. En fait, passif, c'est quoi? C'est que certains dinosaures s'en foutent complètement de nous. Donc ils auront une petite caractéristique passive avec un petit chiffre, donc 4+, par exemple, qui veut dire que là on lance pas 4D par exemple, mais on lance un seul dé. Si on fait 4 ou plus, l'animal nous ignore et s'en va. On défaussera la carte. On aura quand même fait une rencontre, donc notre mouvement s'arrête, mais on défaussera la carte. Parfois il y aura des tests qui ne sont pas que du combat, ça va toucher aussi les autres caractéristiques, ça peut toucher la volonté, la vitesse. Pour la vie, je crois que j'en ai pas vu, mais ça pourrait très bien arriver. Donc évidemment, les capacités des aventuriers et les cartes d'équipement vont nous permettre d'améliorer cela. Donc ça c'est bon pour les rencontres. Donc la rencontre se fait que ce soit un herbivore, un carnivore ou un monstre aquatique de la même façon. La carte aventure, on lit un texte dessus, on fait ce qui est marqué et voilà. Pour les naufragés du temps, c'est différent. Un naufragé du temps qu'on va rencontrer, donc là c'est par exemple Bill Future Warrior, guerrier du futur, on a différentes informations sur sa carte. Donc cette petite information là, c'est le nombre de cases qu'on va faire avancer, dont on va faire avancer le marqueur. Donc le nombre de cases dont le marqueur va avancer plutôt, si jamais il se fait tuer, que ce soit par un animal, vous allez voir comment, ou si on quitte, si on revient dans notre époque, en l'oubliant ici. Donc forcément on va être attiré par ceux qui ont plus de points à cet endroit-là, parce que c'est ceux qui vont nous faire avancer le marqueur le plus rapidement possible, et ce qui risque de nous faire perdre. Lui par exemple, si on l'abandonne et qu'il est le seul qu'on abandonne et qu'on est assez loin du volcan, on lui dira au revoir et dommage. C'est méchant mais c'est comme ça. Ici, la petite flèche, ça sert seulement quand on place, quand le naufragé du temps arrive en jeu. En fait, en fonction de l'endroit où il arrive, donc on va prendre par exemple cette faille-là, la numéro 2, si lui il arrivait ici, par rapport à cette faille numéro 2, il arriverait 2 cases plus bas. Voilà, ce serait sa position de départ, serait ici. Si jamais la zone n'est pas explorée, on le place quand même. Et par contre, quand il va se déplacer, il se déplacera comme un animal volant, c'est-à-dire qu'il ne prendra pas en compte les chemins, jusqu'à ce qu'il rencontre une zone explorée. Par contre, si il est sur une zone explorée et qu'on le rencontre avec un des aventuriers, il faut pouvoir le récupérer pour l'emmener, en fait. Comment est-ce qu'on va le faire repartir dans son époque? C'est très simple, il faut le ramener au point où il est arrivé. Donc lui, on va savoir tout au long de la partie qu'il est arrivé par le point numéro 2, par exemple, s'il se place ici. Et pour qu'il reparte dans son époque, et pour pas qu'on perde les points qui sont indiqués ici, il faut le ramener, par exemple, à cette faille numéro 2. Pour le ramener, il faut le convaincre de nous suivre, déjà pour pas qu'il se traîne dans la nature et qu'il se fasse manger par un animal, mais il faut réussir à le convaincre. Pour le convaincre, il faut faire un test de volonté contre sa valeur de suspicion, on va dire. C'est-à-dire qu'il se méfie de nous, et il nous croit pas forcément, même s'il est dans un endroit qu'il connaît pas du tout. Et du coup, lui, pour le test, il lancera 5D, et nous, on lancera une valeur qui est égale aux points qui sont ici. Donc selon les personnages, ce sera plus facile de le convaincre que pour d'autres. Si on arrive à le convaincre, à ce moment-là, on met la carte à côté de nous. On garde toujours un identifiant de l'endroit où il est arrivé avec. Et à partir du moment où on rentrera sur la case qui correspond à sa faille, il repartira automatiquement dans son époque. Donc on perdra automatiquement la carte, elle ne sera plus avec nous, donc on n'aura plus les bonus qu'elle peut nous accorder, parce que chaque
naufragés du temps, c'est bien de leur envoyer, mais ils nous accordent des bonus, donc parfois c'est pratique. Mais dès qu'on rentrera sur la case de sa faille en fait, spatio-temporelle, il repartira dans son époque. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est que le marqueur ici va descendre de 1. Il ne descendra pas de la valeur qui se trouve sur la carte, mais il descendra de 1 en arrière. Ce faisant, quand on descend de 1 sur la piste du temps, enfin sur la piste du paradoxe, on ne peut pas repasser ce qu'on appelle le rift ici, on ne peut pas le repasser en arrière, donc on sera bloqué ici. Si on est déjà passé, on ne reviendra pas plus loin que ça. Donc au maximum, on repartira à cet endroit, ici. Par contre, si on est ici, on peut redescendre de 1, si on est ici aussi, là on ne pourra pas. Donc voilà l'intérêt des naufragés, donc ils nous apportent déjà des avantages, mais il ne faut pas oublier que quand on va repartir, ils vont nous faire perdre ils vont nous faire augmenter la piste du paradoxe. Et il y a une chance qu'ils meurent, et donc qu'on perde aussi, qu'on fasse avancer la piste de paradoxe du nombre qui est indiqué ici. Si jamais, alors ici j'ai un avec une valeur 1, alors enfin j'en prenne un avec une valeur qui soit différente, voilà, par exemple. Le docteur Nadir, qui est le collègue du professeur qui a fait la machine à voyager dans le temps, lui, si jamais on ne le renvoie pas dans son époque, donc via sa faille, il va nous faire avancer la piste, le marqueur de 4 sur la piste. Si jamais il se fait manger par un dinosaure, également. Alors comment il peut se faire manger par un dinosaure? C'est très simple. Une fois qu'on a fait toutes les actions des joueurs, on a vu qu'on lançait 2 dés. Donc 2 dés, ça va être un dé blanc et un dé rouge. On lance les 2 dés. La première chose qu'on va vérifier, ça va être, est-ce que le 1, c'est un des numéros de faille qui est déjà activé, c'est-à-dire qu'il y a déjà quelqu'un qui est passé par la faille et qui n'est pas reparti. À ce moment-là, il y aura un marqueur dessus et on saura que c'est le cas. Si le 1 est déjà activé, on fera avancer la piste de 1 ici. Ensuite, on regarde l'autre dé. Si le 2 est activé aussi, on le fera augmenter aussi. Si jamais on fait un double 1 et que le 1 est activé, on fera augmenter le marqueur de 2 sur la piste. C'est pareil. Donc je reviens, j'avais 2 comme ça. Ensuite, on prend le dé rouge uniquement. Le dé rouge va indiquer pour chaque animal ou naufragé présent sur cette ligne d'activité, en fait, on va les placer à chaque fois, dans quelle direction il va bouger. Donc sur les tuiles, vous voyez que les tuiles qu'on découvre et les tuiles, par exemple ici, ont un numéro. Donc là, le 1, ça veut dire que si j'avais un animal là-dessus, ou un naufragé, il irait sur cette tuile-là. S'il n'y a pas de restriction, c'est-à-dire s'il peut passer normalement. Si ici la tuile n'est pas explorée, il ne peut pas y aller. Si c'est partiellement bouché, il ne peut pas y aller pour un naufragé. Par contre, certains animaux pourront se déplacer quand même. Donc voilà, c'est des règles de mouvement. Je ne vais pas rentrer en détail, mais c'est comme ça que les animaux et les naufragés bougent à la fin de notre tour de jeu. Ce qui fait que, parfois, on va avoir 2 animaux qui vont se rencontrer. Je vais prendre 2 cartes. Donc 2 animaux, 2 jetons d'animaux qui vont se rencontrer sur la même case. Et donc comment ça se passe? Le plus fort mange le plus faible. Donc on prend la force du plus fort, on la compare au plus faible. Bon ici il ne resterait pas en jeu celui-là, mais c'est un exemple, il y a certains dinosaures qui arrivent, ils ne nous captent pas, ils se barrent, ils ont peur, ils partent en courant. Donc ici, s'il avait un mauvais exemple, forcément, on va prendre celle-là. Évidemment, c'est pas grave. Donc ici, la force est identique. Bon, si jamais il avait 2, il se ferait manger celui-là. Là, c'est identique, donc c'est celui qui se déplace qui mange l'autre. Voilà comment ça se passe. À ce moment-là, le dinosaure, qu'est-ce qui se passe? Il est supprimé du jeu, parce qu'il s'est fait manger, mais, étant donné que c'est naturel, la piste de paradoxe n'augmente pas. Donc c'est différent de tuer un dinosaure avec nos armes ou avec des choses qu'on a ramenées du futur, que si 2 dinosaures se bouffent entre eux. Ils n'ont pas d'impact, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de répercussion sur le futur. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Si jamais un dinosaure rencontre un naufragé du temps tout seul, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas encore récupéré, à partir du moment où il est avec nous, il ne peut pas se faire manger. Par contre, s'il le rencontre et qu'il est tout seul, il le mange directement. Enfin, il le tue en tout cas. Je ne sais pas s'il le mange, mais il le tue.
parce que je pense pas qu'un herbivore le mangerait, mais il le tuerait. À ce moment-là, on perd sur la piste de paradoxe les points qui sont sur sa carte. Mais on retire le marqueur de sa faille, et ainsi de suite. Donc voilà pourquoi il faut sauver les naufragés, ou du moins leur faire courir le moins de risques possible, et pourquoi il faut les ramener aussi dans leur époque, par la faille par laquelle ils sont arrivés. Donc j'ai un peu fait une digression en parlant directement de ce qui se passait à la fin du tour, mais c'était pour expliquer comment les naufragés, comment les dinosaures s'activaient un petit peu. Parmi les actions possibles, est-ce que j'en ai oublié ? Donc on peut se déplacer et on explore. Hein. Donc quand je me déplace sur une zone en fonction de la couleur de la zone, bon, on va prendre une tuile, la tuile qui correspond ici. Tout ce qui est équipement, pièces de machine peut être récupéré gratuitement s'il n'y a pas de rencontre dessus, s'il n'y a pas de monstres dessus. Enfin de dinosaures, je ne veux pas dire que c'est des monstres, mais s'il n'y a rien d'autre, on peut récupérer gratuitement, ça ne compte pas de points de mouvement. On peut s'échanger des équipements et des morceaux de la machine si on se retrouve à deux joueurs, deux aventuriers sur le même lieu. Donc on peut donner ou prendre. Alors, bien sûr, on demande à l'autre joueur, mais quand on joue en solo, on n'a pas le souci. Donc on peut s'échanger gratuitement les pièces. Et bien sûr, la fuite, ça ne coûte pas de... Ça coûte pas de mouvement, la fuite. C'est-à-dire qu'on se déplacera. Donc la fuite, c'est intéressant. C'est que quand je fuis et que j'arrive... Et on a vu tout à l'heure, quand je réussis à fuir, je lance un dé pour savoir dans quelle direction je pars. Évidemment, quand je fuis, je ne choisis pas mon chemin. Si en fuyant, j'arrive sur une zone qui est inexplorée, bah, je vais l'explorer, sans avoir dépensé de points de mouvement. Bon, parfois, ça peut être un truc intéressant de fuir plusieurs fois pour gagner des endroits qu'on va explorer. Pourquoi c'est important ? Bah parce qu'en fait, les pièces, elles sont réparties sur l'ensemble de la carte. Donc potentiellement, vous avez une pièce qui est dans le coin ici, une pièce qui est dans le coin là-bas. On ne sait pas où est-ce qu'elles se trouvent. Enfin, en fait, elles sont ici. Donc ça va dépendre de la pile, de comment sont réparties les tuiles, et c'est du hasard. Donc pour ça, le jeu peut être long si, au final, on a exploré toutes les tuiles pour pouvoir trouver la dernière pièce. Alors, il y a quand même des équipements dans le jeu qui permettent de récupérer une pièce sans la trouver sur une tuile. Je n'en dirai pas plus, on ne sait jamais si ça arrive en jeu, on aura la surprise. Moi je l'ai eu dans ma première partie, donc ça m'a permis de recréer une pièce de la machine sans aller la trouver. Donc ça nécessite des conditions, mais c'est possible. Donc voilà comment se déroule le jeu. On a vu à la fin du tour des joueurs, donc on n'a que ça comme action, on a le déplacement, l'exploration et les rencontres. L'espace qui est au milieu, qui est le volcan, c'est là où on part au début, c'est où il y a la machine à voyager dans le temps. J'ai du mal avec voyager. Donc la machine à voyager dans le temps, elle se trouve ici. Quand on revient ici avec des morceaux de la machine, on peut les poser ici. C'est gratuit aussi, on le dépose ici. Par ailleurs, quand on revient à la machine, on se soigne entièrement et on récupère tous ses points de volonté. Et c'est ce qui se passe justement quand on tombe KO quelque part, on revient à la machine. Par contre, toutes les pièces de la machine qu'on aurait avec nous, elles restent sur place. Les équipements, on les garde, mais les pièces de la machine, elles restent sur place. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Donc dans la phase qui se termine, qui se passe après que chaque joueur ait joué, on a vu qu'on lançait les 2 dés. Donc on a vu qu'on vérifie pour chaque dé séparément la valeur s'il y a une faille qui est déjà ouverte. Donc les failles déjà ouvertes, elles auront un petit jeton, hein, comme ça. Donc là par exemple c'est la 1, elle a un petit jeton comme ça, et donc je saurai qu'elle est ouverte. Donc si celle-là elle est ouverte au moment où je contrôle, bim, la piste là-bas elle augmente. On a vu que ça servait à faire le déplacement de tout ce qui était en jeu. Et la troisième phase, c'est est-ce qu'il y a un orage temporel ? On fait la somme des 2 dés. Si c'est inférieur ou égal à l'instabilité temporelle, donc là ce serait le cas, hein, puisqu'on est dans cette partie-là, instabilité temporelle de 6, 3 c'est inférieur, à ce moment-là ça déclencherait l'ouverture d'une faille.
Comment ça se passe l'ouverture d'une faille? On en aura une aussi en début de jeu. Bah, nos 6 jetons de faille, ils sont mis dans un sac, ou ils sont mis face cachée. On en prend un au hasard, et c'est celle-là qui s'ouvre. Et quand ça s'ouvre, donc on a pris le jeton comme ça, on prend une carte naufragée, on prend le standees naufragé, et on le place, en fonction de ce qu'il y a sur la carte. Je crois que j'ai fait le tour des principales règles du jeu. Je ne sais pas si c'est long ou pas. On va s'arrêter là pour l'explication des règles. Et ensuite, je vais entamer une partie. Donc la partie peut être très longue. Donc sûrement que je la couperai en plusieurs morceaux. Soit je mettrai tous les morceaux disponibles, mais souvent les parties longues, je ne pense pas que les gens les suivent très fréquemment. On regarde le début de partie pour se rendre compte comment ça tourne. Éventuellement, ce que je ferai, c'est que je continuerai la partie, filmée ou pas, et je filmerai la conclusion de la partie. Si je vois que j'approche de la fin, soit de la fin avec une défaite, soit de la fin avec une victoire. Donc on va faire quelques tours de jeu comme avant, pour voir comment ça se déroule, et l'ambiance qu'il peut y avoir dans le jeu. Moi, pour ma part, ce jeu m'a énormément plu, sur ma première partie en tout cas, parce que il y a de l'exploration, il y a beaucoup d'équipements, c'est un bien ou pas un bien, mais les personnages n'ont pas de limite d'équipement, on peut avoir autant d'équipements qu'on veut, et donc on peut avoir pléthore d'équipements autour d'un personnage. Donc parfois c'est difficile à suivre ce qu'on peut faire avec. À noter que pour n'importe quel test, on ne peut pas utiliser plus qu'un équipement, donc les avantages d'un équipement et d'un naufragé. Ça veut dire que de toute façon, au pire dans chaque test, on ne prend en compte que 2 cartes pour les bonus. Donc ça évite aussi de faire trop de calculs et d'avoir des calculs trop compliqués, même si des plus 1, des moins 2 et ainsi de suite, hein, mais là en l'occurrence c'est souvent des plus. Mais voilà, donc il y a beaucoup de choses à vérifier pour savoir ce qu'on peut faire éventuellement, mais de toute façon ce sera maximum 2 cartes pour influencer un test. Et dernier point, la volonté, je dis que ça servait à beaucoup de choses, c'est que quand vous faites un test et qu'il est raté, avant d'appliquer les effets, on peut dépenser un point de volonté pour ajouter un dé. Donc, et je peux faire ça autant de fois que j'ai de volonté. Donc là, ici, je suis en train de faire un test, ça s'est pas bien passé, j'ajoute un point de volonté, hop, j'ajoute un dé. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je peux faire ça jusqu'à ce que je réussisse le test. Donc les points de volonté sont relativement importants, ils nous servent pour les tests ils vont nous servir pour d'autres équipements aussi, qui nécessiteront une activation. On aura besoin de l'utiliser. Ils seront utiles aussi quand on va vouloir repousser un animal. Donc pour repousser l'animal, il faudra qu'on ait une arme qui est la caractéristique Repel, pour repousser, et qu'on dépense un point de volonté. Donc c'est une caractéristique importante, et heureusement qu'on n'est pas limité en jetons quand on en récupère. Donc on peut récupérer uniquement quand on revient à la machine, et quand on tombe sur des fleurs en explorant. Sachant que dans les marais, il y a beaucoup de fleurs. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait une première partie, on peut s'imaginer ce qui peut être bien à faire. C'est-à-dire que si j'ai besoin de volonté, ici il y en a beaucoup. Par contre, les chemins aussi, dans les marais, sont parfois très étroits. C'est-à-dire qu'on peut pas... Parfois on va aller très loin, mais pour revenir, il faudra faire tout le chemin inverse. On ne pourra pas facilement repartir. Donc voilà, on va voir ça pendant la partie, qui va se dérouler juste après. J'espère que j'ai rien oublié en règle. Quoi d'autre? Si, dire que quand on revient, quand on a suffisamment de parts qui sont mises sur la machine, c'est-à-dire qu'on a 7 morceaux de la machine, il faut que tous les aventuriers reviennent ici, et que l'aventurier qui va jouer dise, bah ça y est, on repart. À ce moment-là, on regarde toutes les cartes équipement qui sont là. On ajoute, on prend une carte équipement au hasard, évidemment c'est des mauvais exemples, on ajoute au marqueur, donc à la piste de paradoxe, le chiffre qui indique ici pour chacune des cartes. Donc si on en laisse beaucoup derrière nous, ça peut augmenter très vite. Ensuite, on regarde les naufragés temporels qui sont sur la carte, et on compte leur valeur de paradoxe, ce qui va augmenter cette piste aussi. Si jamais en faisant ça, au moment où on part, le marqueur arrive ici, on perd la partie.
Si il se place avant, bah pas de souci, on rentre chez nous. Par contre, en fonction du niveau où se trouvera le marqueur, on aura un résultat plus ou moins sympa en rentrant. Donc je m'arrête là pour les explications et on va commencer une partie directement.